avis, pourquoi voulez-vous qu'un Marocain se mette vraiment au garde à vous, intérieurement et extérieurement, en écoutant l'hymne hollandais? Pourquoi lui demander, 30 ans après ou 60 ans après, d'aller comme un Français ou comme un Allemand, le drapeau national sur l'épaule, aller se faire tuer pour l'Allemagne, pour la France ou pour l'Italie? À mon avis, c'est même immoral. On ne peut pas avoir de drapeau. Car on ne peut pas oublier l'ancien et on n'a pas tout à fait acquis le nouveau. Il vaut mieux laisser chacun chez soi, mais prôner la fraternité humaine, l'égalité humaine, les droits de l'homme, ça oui. Mais l'intégration n'est bonne ni pour l'intégrer ni pour celui qui intègre. Il y a un chef d'État qui occupe la sphère religieuse. Et il vaut mieux dans un pays musulman qu'il y ait que l'islam ne soit pas laissé en friche. Parce que quand l'islam est laissé en friche, il devient l'intégrer. Le Maroc est un cas à part. C'est l'une des monarchies les plus vieilles du monde, plus ancienne que la britannique. Le roi régnant n'est pas issu d'un coup d'État. Les Marocains disent qu'on est mieux chez eux que dans les autres pays arabes. Il est du monde arabe, mais il a tourné son pays vers l'Occident. Où sont partis les bagages? Où sont partis les bagages? Arabe. Hassan II, c'est une enfance marquée au fer d'une éducation à la française. C'est aussi une enfance passée sous le protectorat français. Désigné prince héritier, il n'a pas encore 20 ans lorsqu'il va en France demander l'indépendance. C'est considéré qu'à la base de tout système diplomatique qui pourra unir le Maroc et la France, il doit préexister comme une condition sine qua non une interdépendance de cœur. C'est celle-là qui conditionnera toutes les autres. En 1956, le Maroc obtient son indépendance. Le peuple voue une affection sincère au roi Mohamed V. Le prince Moulay Hassan sera le complice et l'homme de confiance du roi. En 1961, Mohamed V meurt. Désemparé, il dira plus tard qu'il a dû à la fois enterrer un père et un prince héritier qui ne pensait jamais accéder au trône. C'est un père que j'adorais parce que nous étions devenus, avec tout le respect que l'on doit à son père et à son roi, nous étions devenus comme de très grands amis. Et au fur et à mesure que l'âge, que le temps passait, la différence d'âge qui était de 20 ans diminuait naturellement. Et c'était pour moi un cataclysme. Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, amour qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour essayer de lui succéder. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du tiers-monde, il instaure le multipartisme. Eux misent sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture. Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le tiers-monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Rappelons-nous l'époque. Pourquoi avez-vous fait des choix complètement à l'opposé des courants de l'époque? D'abord parce que j'estime qu'il y a dans ces choix un minimum de culture. J'ai eu la grande chance d'avoir une double culture aussi solide d'un côté que d'un autre. Et grâce à Dieu, c'est cette double culture aussi solide, bipolaire, mais aussi solide, dans les deux pôles, qui m'a mis à l'abri. Parce que ceux qui ont choisi n'étaient pas des incultes, je ne dis pas. Non mais, c'est un des éléments. Et ça vous a suivi, ça a suivi le Maroc encore aujourd'hui, ces deux tendances, oui. L'arabisme. Je voudrais revenir à ça plus tard, mais donc vous avez fait ces choix importants, vous avez mis Au début, ce n'était pas des choix. Quand je n'avais pas de référence à l'époque, je n'avais pas de référence de pays ayant échoué parce qu'il avait choisi le dirigisme.
nous en étions au début. C'était pas un choix en réalité. C'était une sorte d'instinct migrateur qui faisait que j'avais répulsion pour certaines idées et attirance pour certaines autres. Le 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'un millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'État. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du coup raté en préparent d'autres. Encore un militaire, le général Oufkir, ministre de la Défense, proche collaborateur de Hassan II, qui mènera lui aussi un autre coup d'État. Un an plus tard, la chasse marocaine, sous les ordres d'Oufkir, tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France. Ici aussi, il survit par miracle. Ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers? Certains qui étaient des collaborateurs assez proches, je pense au général Oufkir, mais aux autres aussi. 20 ans plus tard, est-ce qu'on garde? Oui, mais voyez-vous, alors, on ne peut pas... Déjà, quand on est... Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes ou des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Oui. Alors, il y a l'homme qui a souffert de l'ingratitude. Mais il y a le roi du Maroc qui s'est dit, bon, nous avons essuyé 2 cyclones effroyables, 2 tornades, l'une après l'autre en moins d'1 an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Comme si Dieu voulait que nous repartions sur un nouveau pied, avec une nouvelle analyse, avec une nouvelle prospective et une nouvelle introspective. Introspective, vous êtes-vous dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je devrais faire? Qui ne le ferait pas. Oui. Qui ne le ferait pas. Vous avez changé beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai pas décidé de changer beaucoup de choses. Je me suis dit que dans mon cheminement, j'ai laissé mon instinct me faire changer un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas prétendu changer la nature humaine, car il y a eu des ingrats, il y a des ingrats, et il y aura toujours des ingrats. J'estime que les meilleures démocraties sont celles qui se mettent à l'abri, tout en étant dans le multipartisme, qui se mettent à l'abri d'un pluralisme échevelé. Un bon bipartisme. Avec ses nuances, d'un côté comme d'un autre, qui amène l'alternance d'elle-même. Oui, ben comme Canada aux États-Unis. Canada comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Au Canada, dernièrement, là, il y a une émergence des petits partis régionaux. Enfin, je souhaite que vous... Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais ça faciliterait tellement les choses pour les Canadiens que de revenir à une bonne bipolarisation. Comme ça, on ne se perd pas dans les rues. Je suis païen, Dieu me pardonne, que lorsqu'il s'agit de mon pays, et je suis païen aussi lorsqu'il s'agit de mes compatriotes et de mes concitoyens. Je les aime trop pour leur en vouloir. Et je pense qu'ils me rendent les mêmes sentiments. Disons que ce n'est pas encore le moment. La politique, c'est comme les récoltes. Il leur faut leur temps. Mais parfois des sécheresses aussi. Aussi. La 4e est restée au lit, elle dort encore. Elle dort encore. Mohamed V disait que les relations entre le roi et le peuple du Maroc étaient à la fois conflictuelles et affectueuses. Hassan II vit cette relation particulière avec les Marocains depuis maintenant 33 ans. Parfois, vous vous inquiétez ou vous interrogez sur la voie que suivra le prince héritier. Vous savez,
Il y a plusieurs écoles dans ce domaine, mais pour celle, lorsqu'il s'agit d'un père, il n'y a qu'une seule école. On est toujours là, attentif, en disant je souhaite qu'il fasse un bon parcours. Je passe mon temps à lui dire une chose, parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohammed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal, le style, c'est l'homme. Je lui dis, je n'aurais pas dévié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu ait son âme, mais je l'aurais fait à ma façon. En essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je ne l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but, la façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. Monarque, roi, couronne, palais. Autant de mots qui suscitent des images et évoquent des mystères. Qu'est-ce donc que le métier de roi? Et qui est Hassan II? En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers les 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h, la plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, ou bien je reprends mon travail entre 17h et 17h30. Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater depuis la présidence d'un conseil des ministres, à une commission interministérielle, à la remise de fonctions de haut grade dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi, toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça ne s'arrête pas. Quel est le personnage du roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses, dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques, ou ces problèmes de nutrition, ou ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique.
Très tôt, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches sahariennes. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. En 1965, Mehdi Ben Barka, leader prestigieux de l'opposition marocaine, disparaît à Paris. On pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, et une crise diplomatique éclate entre Rabat et Paris. Des épisodes shakespeariens secouent la monarchie en 1971-72. 2 complots, 2 putschs militaires visent à supprimer le roi. Lors d'une réception au palais de Skhirat en juillet 1971, des conscrits tirent aveuglément sur tout ce qui bouge. Hassan II s'en tire indemne. Le scénario reprend en 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat, où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est autre que son homme de confiance, le général Oufkir, qu'on retrouvera mort. Vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certains noms dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an ou 2 ans. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé 2 fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour payer les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'ai été personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skhirat et dans la négative? Comment Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question, comment allait mourir Hassan II? Le roi Hassan II a rejeté le recours en grâce. 15 de ses prisonniers ont été exécutés ce matin à la prison militaire de Kénitra au Maroc. Accusés de subversion, ils avaient été condamnés à la peine capitale en août dernier. 16 condamnations à mort avaient été prononcées. Le 2e procès de Kénitra s'était ouvert en juin dernier. Contrairement au procès relatif à l'affaire de Skhirat ou au mitraillage du Boeing du roi Hassan II en août 1972, les 159 inculpés n'étaient pas des militaires, mais surtout des intellectuels et des paysans. On ne leur reprochait pas un acte précis, mais plutôt la flambée d'agitation qui avait traversé le Maroc 3 mois auparavant.
Vous êtes partisan d'être toujours au milieu de votre peuple? Vous savez, ce contact constant, cette sensation de n'être qu'un, c'est la seule raison parfois, au milieu des grandes tempêtes et des injustices, c'est certainement la seule et unique raison qui fait que l'on veut encore rester là où on est. S'il n'y avait pas cela, j'estime que tout homme peut vivre n'importe où, n'importe comment. Donc je ne me sens pas condamné, de par mes habitudes ou de par mes goûts, à vivre comme je vis. Je pourrais parfaitement vivre autrement. Mais ce qui me maintient là où je suis, c'est parce que je sens que je suis utile à mon peuple. Hassan II a affronté l'épreuve de force. Il en sort transformé. Sa baraka, protection de Dieu, frappe l'imagination des masses marocaines. Entouré d'une aura d'invincibilité, il reprend les affaires de l'État en main, dénonce les inégalités et la corruption, renoue avec le pluralisme politique. Le Parlement siégera à nouveau. L'ère des tempêtes vient de céder le pas à celle de la réconciliation. N'y a-t-il pas, au fond, un sentiment d'une certaine solitude chez vous? Oui, dans un sens. Dans un sens que on ne peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le coup et dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose, mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution. Et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Tous les partis marocains se disent démocrates. Tous se disent démocrates. Et nous n'avons au Maroc, à ma connaissance, aucune force politique qui condamne ouvertement la démocratie. Mais, en fait, certains dirigeants de partis politiques ont un comportement antidémocratique. Mais je peux vous dire une chose, et je vous assure que je vous donne ma parole d'honneur que c'est la vérité. Que s'il n'y avait pas Sa Majesté, réellement, une affection que j'ai pour Sa Majesté, parce qu'il a des côtés qu'on ne connaît pas. Je ne serais pas ici à être dans un gouvernement. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce gouvernement-là. Je le combattrai pour le faire tomber, pour essayer de prendre sa place par la force. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique, ou à un parti politique, ou à un groupe de partis politiques, en dehors de tout garde-fou qui serait le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Certes, il est certain qu'ils se rendent compte que les problèmes sont complexes, qu'il est plus facile de rester dans l'opposition que d'être en première ligne.
L'ouverture du Parlement au Maroc a de quoi intriguer l'observateur non musulman. Ici, la prière est de rigueur. Elle est à la fois acte de foi, allégeance au trône alaouite, à Dieu et au prophète Mohammed, qui sont les fondements de la monarchie marocaine. Au Parlement, tous les partis politiques sont représentés. Régions et groupes linguistiques ont ici leur place. Le roi assure l'unité de la diversité. Il désigne et démet le Premier ministre et assure l'intégrité territoriale du royaume marocain. Pour le musulman, Al-Bay'a, qui est l'allégeance, est le lien éternel. Mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette Bay'a a toujours été donnée au souverain marocain depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie almoravide, Mourabitine, la première chose qu'elle a faite en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant marocain. نعم لنا يا طيبة عندك يا ترى إليها لنا يوما يكون وصول نقيل أرضا مسها قدم الذي سحبت فوق السماء ذيول صار راحلا للعرش في بعض ليلة وعدا له بعد القبول قفول نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل. Ici, dans les confins du Sahara, comme dans les cités impériales, l'allégeance au roi est le pacte d'alliance qui a cimenté les diverses composantes du peuple marocain. Le sud marocain est chargé d'histoire. C'est de là que sont issues de prestigieuses dynasties marocaines, dont celle des Alaouites. Les Espagnols occupent le Sahara occidental que le Maroc revendique comme patrimoine. L'Espagne de Franco, qui s'apprêtait à le céder aux Marocains, fait volte-face dans les années 70 avec la découverte d'importants gisements de phosphate. Elle favorise la création d'un État indépendant sur le modèle des Émirats du Golfe, faible mais riche en ressources naturelles. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin est resté le gros morceau du Sahara, que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance.